OpenAI vient tout juste de publier une étude qui change la donne et fait beaucoup parler dans le monde de l'intelligence artificielle récemment. Vous le voyez dans leur annonce, nous dévoilons Paperbench, un examen capable d'évaluer la capacité des agents IA. Alors oui, on parle bien d'agents IA intelligents qui seraient capables de reproduire de la recherche de pointe. Le papier est sorti il y a 3 à 4 jours et ce n'est que le début. Voici l'étude Paperbench, évaluation de la capacité de l'IA à reproduire de la recherche. Dans cette vidéo, je vais analyser ce papier pour vous. Vous allez voir qu'il y a des réflexions incroyables. Je vais vous vulgariser l'essentiel et nous allons décoder ensemble et voir tout ce que cela implique. Mais surtout, j'aimerais vraiment vous montrer pourquoi ce que l'on vit en ce moment n'est pas une simple évolution, et bien c'est bien le début d'une rupture. Donc vous ne devriez pas rater ce qui arrive, on va commencer. Si vous aimez ce genre de contenu au fil de la vidéo, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous rappelle que j'ai créé une newsletter si vous voulez recevoir les meilleures actus tech en semaine rapidement. Très bien, ceci étant dit, commençons et nous nous rendons directement dans l'introduction du papier scientifique qui se trouve donc et nous pouvons donc y lire des agents IA capables de reproduire de manière autonome des articles de recherche en apprentissage automatique, pourraient accélérer les progrès en intelligence artificielle. Donc oui, imaginez un instant des agents IA, donc des intelligences artificielles, pas juste capables de relire des papiers scientifiques de recherche, mais de les comprendre, de les coder, de coder les expériences, de répliquer les résultats, puis d'aller encore plus loin, comme par exemple créer leur propre amélioration, pourquoi pas, se les appliquer eux-mêmes et s'améliorer en boucle, donc s'auto-améliorer, encore et encore et encore, sans intervention humaine. Alors je ne parle pas de ça au hasard, c'est ce que Leopold Aschenbrenner appelait l'explosion de l'intelligence dans son fameux papier scientifique. Je vous le rappelle, c'est un concept dont je vous parle souvent sur cette chaîne et qui, comme vous allez le voir, commence à devenir très concret. Leopold, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce jeune prodige qui avait travaillé chez OpenAI et qui avait quitté l'entreprise pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est qu'il était convaincu que l'intelligence artificielle générale était proche, donc l'AGI, et même qu'elle était très proche. Et pas dans 10 ans bien sûr, mais dans les années prochaines qui arrivent. En fait, il a écrit un essai percutant qui est devenu vraiment la référence, il est devenu culte dans les cercles de l'IA, dans lequel en fait il explique l'instant où l'IA sera capable de s'améliorer elle-même, donc de s'auto-améliorer. Et que ça ne serait pas un progrès parmi d'autres, au contraire, ça serait vraiment une rupture, un point de bascule, un avant, un après, où les capacités de l'IA vont exploser hors de tout contrôle humain. C'est ce qu'il nomme l'explosion de l'intelligence. Et c'est d'ailleurs le terme et la définition qu'ont retenu la plupart des analystes dans le monde de l'IA pour définir l'AGI, donc la super intelligence. Vous le savez, l'intelligence qui sera plus intelligente que nous humains. Et bien, ce que présente OpenAI aujourd'hui avec Paperbench, ce papier, ce test, c'est précisément l'un des signaux tangibles en fait que ce scénario commence enfin à se matérialiser. À partir du moment où une intelligence artificielle peut s'auto-améliorer, on n'est plus dans le progrès linéaire, vous voyez, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le progrès exponentiel, c'est-à-dire une accélération exponentielle, une course vers l'inconnu si vous préférez. Et d'ailleurs, OpenAI le dit clairement dans cette étude, c'est passionnant, mais cela nécessite également une étude minutieuse pour garantir que les capacités de l'IA soient développées en toute sécurité. Et donc c'est précisément l'objectif de Paperbench, ce papier-là. Alors, qu'est-ce que c'est Paperbench? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle étude que nous allons lire aujourd'hui? Pour d'abord le dire simplement, en fait c'est un cadre d'agents intelligents qui serait capable de prendre un article de recherche en IA par exemple, de le décortiquer, de coder à partir de zéro et d'exécuter les expériences pour les reproduire, donc les résultats, exactement comme le ferait un chercheur humain. Et peu importe bien sûr les agents que vous allez prendre, ça peut être des agents basés sous Claude, basés sur ChatGPT, basés sur DeepSeek, pourquoi pas, ça pourrait être Manus, peu importe, c'est un cadre agentique, c'est-à-dire que vous allez prendre ces agents-là, vous allez les appliquer dans ce système-là, le Paperbench, et ils vont faire de la recherche. Et justement dans ce cadre-là, ces agents ne sont pas limités. Ils ont accès au web, ils ont accès à des terminaux Bash, donc pour programmer, des environnements Python aussi, enfin il y a plein de choses que nous allons voir. Et donc, vous l'aurez compris, ils peuvent naviguer sur le web et naviguer sur un article comme le ferait un humain qui tourne les pages d'un livre par exemple. D'ailleurs, si vous avez déjà utilisé Manus AI, donc ça va vous paraître étrangement familier, vous allez voir, Manus AI étant l'agent IA le plus développé au jour où je vous parle bien sûr, au jour où je vous parle. Alors nous poursuivons l'étude, nous voyons ici qu'ils nous disent « Nous présentons à l'agent le contenu de l'article et lui demandons de reproduire les contributions empiriques de l'article ».
Autrement dit, on va donner à l'agent IA un article scientifique, donc on lui fournit tous les outils dont il a besoin, donc l'accès au web, comme je vous disais, l'accès au terminal, etc. La possibilité d'écrire et d'exécuter du code, bien sûr, et on lui dit la chose suivante, vas-y, reproduis ce résultat, reproduis cet article scientifique-là. Et là, sur le papier, eh bien, ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, vous vous en doutez, c'est un défi monumental, tout simplement. Parce que reproduire un article de recherche, ce n'est pas juste cliquer sur exécuter, vous voyez. C'est vraiment comprendre des idées complexes. Par exemple, ça pourrait être également de recréer toute une base de code à partir de zéro, d'ajuster les paramètres, etc. Vous l'aurez compris, de faire des expériences et surtout avoir l'intuition de ce que voulait vraiment dire l'auteur, même quand tout n'est pas clair. Et c'est là un point important, quand je parle d'intuition, je n'utilise pas le mot au hasard, c'est un mot très important dans le domaine de la recherche. Si vous êtes chercheur, vous savez de quoi je parle, et sinon, eh bien sachez que les chercheurs fonctionnent beaucoup à l'intuition. Mais dans tous les cas, nous reviendrons sur ce concept en fin de vidéo, vous allez voir. Donc tout ce que je viens de vous dire, tout ce que fait un agent, eh bien ils sont déjà en train de le faire. Et le plus fou, c'est qu'ils ne le font pas en quelques semaines, bien sûr, comme le ferait un chercheur, ils le font en quelques heures. Donc c'est assez impressionnant. Et donc, juste avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. C'est quoi exactement reproduire un article de recherche? C'est une question légitime, bien sûr, parce que c'est là que l'on va vraiment comprendre à quel point cette avancée est massive. Regardez, lisons la partie suivante. La reproduction implique de comprendre l'article, de développer une base de code à partir de zéro pour implémenter toutes les expériences, puis d'exécuter, surveiller et dépanner ces expériences selon les besoins. En général, chaque tâche de reproduction est extrêmement complexe et prend au minimum plusieurs jours de travail à des experts humains. Donc, comme je vous le disais, nous avons maintenant des agents qui le font en quelques heures. Alors ce benchmark-là qu'ils mettent en place, PaperBench, donc, il comprend 20 articles de recherche récents dans le domaine de l'apprentissage automatique. Il couvre 12 sujets différents dans le cadre de l'ICML. Donc ça, c'est la conférence internationale sur l'apprentissage automatique. C'est un grand forum international sur l'IA, voilà. Et inclut l'apprentissage par renforcement profond, la robustesse et les méthodes probabilistes. Alors c'est important, à ce stade, il faut vraiment comprendre le niveau de complexité dont on parle ici. Vous savez que j'aime bien les métaphores, regardez. Reproduire un article scientifique comme ça, c'est comme débarquer dans une cuisine inconnue, avec une recette floue, des ingrédients partiels par exemple, et devoir retrouver exactement le goût final sans avoir goûté le plat original, vous voyez. C'est vraiment très compliqué. Et pourtant, ces agents-là, ils arrivent à faire ça, donc c'est impressionnant, même si sur le papier comme ça peut paraître flou et peu impressionnant. Et ça, donc, ils vont le faire sur 20 articles récents, donc de l'ICML, comme je vous disais, couvrant 12 sujets différents, pour vraiment prendre le plus de sujets possible. Oui, on parle ici du sommet mondial de la recherche en IA, donc c'est pas rien. Et pour vous donner une idée du niveau, en fait, regardez, je vais vous raconter une petite anecdote. Car lors de l'édition précédente de l'ICML, une équipe de chercheurs avait partagé leur retour d'expérience sur la reproduction de leur propre article en fait. Ils avaient passé plus de 60 heures à deux sans jamais réussir à obtenir exactement les résultats qu'ils avaient déjà publiés. Alors vous pourriez me demander mais pourquoi? Eh bien parce que entre le code, les paramètres, les données et les versions des frameworks différents, eh bien reproduire un résultat scientifique c'est une galère monumentale. Aujourd'hui, des agents IA donc commencent à faire mieux que certains humains, plus vite, sans pause, sans frustration, et en quelques heures, je le rappelle. C'est pas juste impressionnant, c'est vraiment un changement de paradigme que nous allons bientôt vivre. Voilà, maintenant regardez ce passage important, et un passage vraiment fascinant aussi. Chacune des grilles d'évaluation dans PaperBench, donc ce papier, a été co-développée avec l'un des auteurs originaux de l'article, pour garantir qu'elle soit de haute qualité et précise dans l'évaluation de la reproduction. Donc là, autrement dit, OpenAI n'a pas juste balancé quelques critères génériques en espérant que ça fonctionne, vous voyez. Ils sont allés voir les auteurs eux-mêmes des papiers scientifiques, ceux qui ont écrit les articles, ceux qui savent exactement ce qu'il faut pour obtenir le résultat, pour considérer une reproduction comme réussie. Et rien que ça, c'est déjà énorme si vous voulez mon avis, parce que noter un article scientifique en IA, ce n'est pas du tout comme corriger un QCM, c'est long, c'est subtil et ça demande des dizaines d'heures à un expert humain pour évaluer un seul article. Alors c'est pour ça que OpenAI a ici sorti l'artillerie lourde, ils ont entraîné un juge automatisé, donc basé sur une LLM, donc en fait ils ont entraîné une IA qui va jouer le rôle de juge. Un agent IA, donc non pas capable de reproduire les expériences cette fois, mais de les évaluer plutôt, donc c'est le côté juge. Et attention, pas à l'aveugle, avec des critères précis,
conçu spécialement pour ce juge. On va le voir en détail tout à l'heure, mais en fait ils ont pensé à tout, chaque étape, chaque résultat, chaque nuance, tout est passé au crible. Donc regardez ce qu'ils nous disent par rapport à ça. Nous explorons des juges basés sur des LLM et introduisons un juge d'évaluation auxiliaire, le Judge Eval, donc, qui va comparer les résultats des juges automatisés à un ensemble de données d'étiquettes de référence provenant des juges experts humains. Donc ce que cela veut dire, c'est qu'ils ont même benchmarké le benchmarker, donc ils ont évalué l'évaluateur, voilà, voyez-le comme ça. En gros, ils ont croisé les évaluations de ce juge IA là avec celles d'experts humains pour vérifier à quel point l'IA pouvait remplacer l'humain dans cette tâche-là qui est l'évaluation scientifique. Et là, un autre point intéressant, c'est que vous vous dites peut-être, bon, OpenAI publie cette étude, sûrement parce que c'est leur modèle qui a gagné. Eh bien, pas du tout, ils ont testé plusieurs modèles dans ce cadre, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont rendu tout ce système-là agnostique au modèle, c'est-à-dire indépendant du modèle. On peut brancher n'importe quel LLM, comme je vous disais, n'importe quel agent IA, le mettre dans ce paper bench-là, et observer ce qu'il vaut vraiment sur une tâche de reproduction scientifique. C'est donc là qu'on touche une vérité que je répète souvent sur cette chaîne, la plupart de ces modèles ont déjà une intelligence brute absolument colossale, mais ce qui les transforme en agents vraiment efficaces, capables de passer à l'action dans le monde réel, c'est ce que l'on appelle l'échafaudage. Bon, et comme d'habitude dans ce domaine-là, ça a été traduit par ce terme-là, c'est pas l'idéal, mais en fait ça vient de l'anglais, de ce que l'on appelle le scaffolding, que vous voyez ici, c'est ce terme ici, ou alors autrement traduit par cadre agentique également. Bref, en fait, c'est tout ce que vous allez coder autour du cerveau pour lui donner un corps, des mains, des yeux, etc. Et bien, c'est ça qui fait toute la différence entre un modèle qui brille dans les benchmarks théoriques, donc dans les examens théoriques, et un modèle qui change le monde. Alors, continuons, regardez, notre meilleur juge utilise O3 Mini High avec un échafaudage personnalisé, donc un scaffolding ou cadre agentique si vous préférez, peu importe les traductions. En fait, à chaque fois que vous allez entendre ce terme, pensez à agent IA tout simplement. Bref, voilà, mais il atteint un score F1 de 0,83 sur l'évaluation auxiliaire, suggérant que ce juge est un substitut raisonnable pour un juge humain. Alors je vais vous montrer quel modèle a performé le mieux, ce n'est pas O3, et pourquoi beaucoup de chercheurs ont été choqués et ont maintenant un peu peur en fait de perdre leur emploi, car l'IA s'attaque maintenant à la recherche, c'est assez impressionnant. Mais d'abord, j'aimerais prendre 30 secondes pour vous parler d'un projet personnel. Si tout ça vous fascine autant que moi, et si vous regardez cette montée fulgurante de l'intelligence artificielle, ces agents-là capables de coder, de raisonner, d'apprendre tout seul, vous vous dites peut-être la chose suivante, ok, j'ai compris, ça allait tout bouleverser, maintenant comment je m'y prépare concrètement? Eh bien, je vous apprends l'IA. J'ai conçu une formation ultra accessible pour vous plonger directement dans cet écosystème IA-là. Je vous montre pas à pas et concrètement comment exploiter ces modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Gemini maintenant, ainsi que bien d'autres. Aujourd'hui, plus d'1 millier de personnes ont déjà rejoint la communauté, donc les retours sont géniaux, donc merci. Vraiment, cela me pousse à continuer, je vais améliorer grandement cette formation. Je suis en train de vous préparer une mise à jour majeure qui va sortir la semaine prochaine, donc c'est le moment de s'y lancer, vraiment. Nous allons voir les automatisations avancées, les gains de temps massifs, des nouvelles sources de revenus, enfin, peu importe. Voilà, si vous avez envie d'apprendre sérieusement, sans jargon, et surtout si vous voulez prendre de l'avance pendant que d'autres dorment sur cette vague-là, eh bien le lien, vous le trouverez en commentaire épinglé sous la vidéo ou en description sous la vidéo. Et maintenant, reprenons notre analyse. Alors, quel modèle a été le meilleur? Eh bien, c'est Claude 3.5 Sonnet d'Anthropic qui a été le modèle le plus performant de cette étude. Ils ont testé d'autres modèles, y compris Claude 3.7 bien sûr, mais il n'a pas réussi, et je vous donnerai la raison dans une minute. Ils n'ont pas testé Gemini 2.5 Experimental Pro, dont j'ai fait une vidéo il y a 3 jours et qui est devenu la meilleure IA pour coder en fait. Elle éclate tout le monde aujourd'hui, au jour où je vous parle. Mais en tout cas, voici à quoi ressemble le flux de travail de Paperbench. Donc, alors je vais zoomer un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir tout ça. Donc dans ce schéma en rose, vous pouvez voir ce qu'il fait concrètement. Nous avons l'article qui est ici, qui est donc donné à l'IA, donc la task et la mission de l'IA, ça va être de reproduire cet article scientifique-là. Donc à partir de là, si vous regardez ici, donc le carré agent, ce sont les réflexions et l'utilisation des outils. Donc on peut voir lire l'article, écrire l'implémentation initiale du code, exécuter l'expérience avec paramètres V1, etc. Bon, en fait c'est tout ce que va faire l'agent IA, et encore une fois, je vais faire référence à Manus. Si vous avez déjà utilisé Manus AI, donc cela vous devrez vous sembler très familier.
En tout cas, c'est exactement ce que fait cet agent-là. Il lance un environnement, il peut écrire et lire des fichiers donc sur un environnement, un ordinateur, et il peut écrire et exécuter du code dans ce même environnement. Donc, c'est très similaire. Voilà pourquoi je suis si enthousiaste à l'idée à propos de ces récentes avancées en apprentissage par renforcement qui continuent à améliorer les modèles en matière de codage, comme vous le voyez. Et oui, je le répète, mais les modèles de codage aujourd'hui sont le type de modèle le plus important en ce moment. Car si vous pouvez écrire du code, en fait, vous pouvez pratiquement tout faire, tout simplement. Bon, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue technique. Car en fait, quand un agent écrit du code pour reproduire une expérience, il a un énorme avantage et c'est que la récompense est vérifiable. Autrement dit, si le code fonctionne, et bien si le résultat correspond à ce qui est attendu, le modèle le sait tout de suite. Pas besoin d'un humain pour lui dire c'est bon ou c'est mauvais, la vérité est dans l'exécution. Et ça, bien sûr, ça change tout parce que cette forme de feedback-là, automatique, elle est mesurable et elle permet de créer une boucle de perfectionnement quasi infinie. Une IA peut donc tester, échouer, ajuster, réessayer encore et encore et encore, vous l'avez compris, jusqu'à trouver la bonne solution. Et en fait, pendant ce processus-là, eh bien, l'agent fait tout, c'est ce que vous voyez ici. En fait, ici, il est tout simplement en train d'appliquer ce processus. En fait, il écrit les fichiers ici que vous voyez, c'est la submission, donc c'est tout ce qu'il est en train de faire dans son environnement. Vous voyez qu'il crée des dossiers, donc des sous-dossiers, des fichiers, des scripts, donc reproduce.sh, c'est un script qui va être lancé, etc. Donc en gros, là, c'est l'étape où il prépare son dossier avant d'essayer il prépare tous les papiers, en fait tous les documents dont il a besoin avant d'essayer la reproduction finale du papier scientifique. Il passe ensuite à l'étape numéro 2, donc qui est la reproduction. C'est une fois qu'il a tout compilé, tout préparé, il va lancer l'étape de reproduction, c'est là qu'il va commencer. Donc c'est cette étape-ci, et il va passer à la dernière étape qui va être l'étape où on va juger son travail. On va voir s'il a réussi ou pas. En fait, lorsque ce projet est soumis au juge, attention, ce n'est pas juste un simple réussi ou échoué. Le système de notation qu'ils ont mis en place est beaucoup plus fin que cela. Et je vais vous expliquer en détail dans un instant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'évaluation se fait en plusieurs étapes. En fait, la grille d'évaluation construite avec le co-auteur humain de l'article sert de référence ici. Il va prendre en entrée cette rubrique-là qui est ici et il va produire un score à la fin, un score de notation sur la reproduction. Donc là, vous voyez, il a obtenu 34,7%. Donc ça, c'est le cadre de Paperbench. Et la suite qu'on peut y lire, donc, c'est que vous voyez, Anthropic Claude 3.5 Sonnet a atteint un score de 21% sur Paperbench. Alors oui, vous pouvez vous dire 21%, c'est pas incroyable. Mais pour une première itération sur une tâche aussi complexe que celle-ci, c'est déjà très solide. Parce que ne l'oublions pas, on parle ici de reproduire de la recherche de pointe sur des articles fraîchement publiés. Et c'est une IA qui fait ça quasiment toute seule. Alors lisons, sur un sous-ensemble de 3 articles, notre référence humaine, des docteurs en apprentissage automatique, ont obtenu dans le meilleur des 3 tentatives 41,4% après 48 heures d'effort, contre 26,6% obtenus par O1 sur le même sous-ensemble. Donc très intéressant, nous sommes déjà à un niveau où les IA obtiennent la moitié du score de docteurs en IA, donc de vrais chercheurs qui travaillent dans le domaine. Et c'est là que je l'ai dit, je le répète encore une fois, ça c'est la pire version de l'IA qu'on n'aura jamais. Ça ne va faire que s'améliorer, donc imaginez. Voilà, et alors concrètement, comment ça se passe? Parce que là, on entre au cœur du protocole et vous allez voir que c'est finement pensé. Donc bien sûr, oui, l'agent a accès au web, ça je vous l'ai déjà dit, il peut faire des recherches, il peut consulter des documents, aller sur des forums techniques, etc. Mais ça, c'est un point crucial, il n'a pas le droit de télécharger directement le code des auteurs de l'article. Parce qu'en fait, dans la majorité des cas, les auteurs ils publient leur code sur leur site, vous voyez, sur GitHub par exemple, ou via des liens vers l'article, lorsqu'ils publient un papier de recherche. Eh bien, si l'agent pouvait simplement aller piocher dans ce code, on ne testerait plus du tout sa capacité à comprendre ou à raisonner ou à coder. Vous voyez, on testerait juste sa capacité à faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V par exemple. Donc en fait, c'est là que OpenAI a mis en place une liste noire donc, de sites et de bases de données qui sont interdites aux IA, justement pour chaque article du benchmark, ils ont donc défini des sites interdits aux IA. L'agent peut aller partout, sauf là. Il peut chercher sur le web, mais il doit recréer tout le code de zéro. C'est bien la condition pour tester ces IA. Et donc en fait ils nous disent cela garantit que nous mesurons la capacité des agents à coder et à exécuter des expériences complexes à partir de zéro, plutôt que de la capacité à utiliser du code de recherche existant. On parle vraiment de tester sa capacité à reproduire un système complexe uniquement à partir de la description théorique qu'il lit dans un article.
Mais attention, ça va encore plus loin, une soumission n'est validée que si elle reproduit les résultats dans un environnement totalement vierge. Autrement dit, on ne se contente pas de lancer le code tel quel, on prend tout ce que l'agent a produit, on le copie dans un nouvel environnement propre, sans historique, sans cache, sans artifice, sans rien, pour éviter que l'IA triche, et là, on exécute. Donc vous voyez, ils ont pris pas mal de mesures pour essayer que les résultats ne soient pas biaisés. Pas de triche, pas de raccourci, juste de la compétence brute. Et là, encore, pour une IA, eh bien, réussir ce genre de défi, c'est extrêmement impressionnant, si vous voulez mon avis. Alors maintenant, comment l'évaluation se fait-elle alors, vous pourriez me demander, car c'est probablement la partie la plus difficile dans tout cela. On a parlé de ce framework, mais comment les juges font vraiment pour évaluer en fait? Comment vous savez si la reproduction est-elle fidèle ou pas? Alors lisons la partie grading. Chaque article de notre benchmark est accompagné d'une grille d'évaluation qui spécifie les critères d'évaluation pour une réplication complète de l'article. Et encore une fois, ces critères d'évaluation sont rédigés par l'un des co-auteurs principaux de l'article en question, donc nous savons qu'ils sont précis. Et cela ressemble à cet arbre ici que vous voyez. Donc tout en haut, nous avons réussi tout échec. Et en fait, à mesure que nous descendons dans l'arbre, eh bien, il note que essentiellement des parties de plus en plus granuleuses de l'article. En fait, plutôt que de simplement dire oui, il a reproduit l'article ou non, ils n'ont pas pu, c'est plutôt comme ont-ils pu reproduire cette partie spécifique là de l'article, puis cette partie, et une autre partie plus importante, et ainsi de suite. En fait, c'est une sorte de sous-ensemble dans un sous-ensemble dans un sous-ensemble, et chacun d'eux est noté. Puis les scores sont moyennés. Et en fait, une fois que les notes sont moyennées, comme par exemple ici, elle est remontée au nœud parent en fait, et ainsi de suite. Et dans cet exemple, on obtient donc 0,55 de notes. Maintenant, une question importante, pourquoi OpenAI a-t-il choisi de structurer l'évaluation de cette manière? Pourquoi ne pas simplement dire il a réussi ou il a échoué et passer à autre chose? Eh bien, la réponse elle est brillante et franchement, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est très important. En fait, elle repose sur une distinction fondamentale à NIR. En fait, il y a deux types de récompenses, les récompenses basées sur le résultat uniquement et les récompenses basées sur le processus. Dans un système basé sur le résultat uniquement, eh bien c'est binaire, vous l'aurez compris. La réponse est bonne, on donne une récompense. La réponse est fausse, eh bien rien, il n'y a pas de récompense. Donc même si le modèle a fait 9 étapes parfaitement et s'est juste trompé à la 10e par exemple, eh bien il est considéré comme un échec total. C'est frustrant, c'est brutal et surtout c'est pas du tout pédagogique pour le modèle. A l'inverse, les récompenses qui sont basées sur tout le processus eh bien, valorisent chaque étape correcte. On dit au modèle par exemple, tu t'es trompé sur la fin, mais ce que tu as fait avant tout cela, c'était du solide. Continue comme ça, améliore juste la dernière partie. Et ça, c'est exactement ce que OpenAI a mis en place ici avec le Paper Bench. Et j'en ai d'ailleurs dédié une vidéo tout entière, comme je vous disais, où j'explique exactement les récompenses des IA en détail. Donc je ne vais pas refaire ici tout ce que j'avais dit, mais en gros, chaque critère, chaque sous-partie d'un article, par exemple, est évalué indépendamment. Et ces micro-notes-là sont ensuite agrégées progressivement jusqu'à donner une note finale. C'est l'arbre que vous voyez ici. Donc oui, c'est une approche granulaire et assez structurée qui ressemble beaucoup plus à la manière dont un bon enseignant corrige le travail d'un élève. Parce qu'en vrai, c'est comme ça qu'on fonctionne tous. Tu as compris ça, ça et ça, là tu t'es planté, mais c'est pas grave, on corrige et on continue et on progresse. Vous voyez, cette manière d'évaluer, c'est plus que humain en fait. C'est surtout beaucoup plus efficace pour faire progresser des agents IA complexes et c'est ce dont nous nous sommes rendus compte il y a quelques temps maintenant. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Et c'est justement ce qui rend Paper Bench, donc ce papier, ce framework aussi intelligent, autant dans sa conception que dans ce qu'il mesure. Alors la vidéo commence à être assez longue je pense, on va juste voir une dernière chose et c'est le prix, le coût d'exécution de ce framework, car oui, ces agents-là que vous voyez qu'on fait tourner, eh bien ils peuvent fonctionner pendant 12 heures d'affilée et ce coût, vous vous en doutez, eh bien s'accumule progressivement. Imaginez simplement un agent traitant tous ces tokens pendant 12 heures d'affilée non-stop. Nous parlons de centaines de dollars, parfois de milliers de dollars, comme vous pouvez le voir ici. En fait, ils nous ont mis un graphique sur le coût que cela a coûté en fonction du modèle choisi. En bas, en fait, vous voyez 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3. Eh bien, c'est en dollars USD. Donc, si on regarde ici ce carré vert, par exemple, GPT-4o, vous voyez qu'il a coûté des centaines de dollars. Et O1 se rapproche du millier donc, sachant que, attention, regardez l'étoile, eh bien c'est expert humain, donc ça a coûté quand même moins cher qu'un humain chercheur, un vrai chercheur.
Et c'est là où je voulais vous dire que si on prend du recul et si nous parlons de 1000 $ pour reproduire un article scientifique, puis quelques milliers ou dizaines de milliers par exemple de dollars, pourquoi pas, pour qu'un agent finisse par écrire son propre article à lui, eh bien cela semble assez trivial quand même. N'importe quelle entreprise serait prête à financer cela, en R&D vous voyez, si ça signifiait une intelligence artificielle capable de s'améliorer elle-même. Et soyons clairs, ces structures-là, elles s'améliorent chaque semaine. La capacité des modèles à utiliser des outils, à raisonner étape par étape de mieux en mieux, à interagir avec les environnements complexes, etc. Tout ça, c'est en train de progresser à une vitesse fulgurante, je pense que vous le savez en suivant la chaîne, et c'est pour ça que je suis aussi enthousiaste à propos des nouveaux modèles qui sortent en ce moment, des LLM dotés de l'appel de fonctions intégrées par exemple, de la formation aux outils en natif, bref, des modèles conçus dès le départ pour agir autant que pour comprendre. Alors oui, aujourd'hui, ces modèles peuvent reproduire une partie des recherches. Ils ne sont pas encore capables de tout faire, attention bien sûr, mais à la vitesse où ça avance, à la vitesse où l'on construit autour d'eux des cadres agentiques, comme vous les avez vus, de plus en plus puissants, on s'en approche grandement, rapidement même. Et je vous le disais, mais le jour où ces agents-là seront capables de tout reproduire, d'innover, puis de s'améliorer eux-mêmes, ce jour-là, on vivra ce que Leopold Aschenbrenner appelait l'explosion de l'intelligence. Et à ce moment-là, ce ne sera plus juste une révolution technologique, ce sera une mutation de l'histoire, que nous sommes déjà en train de voir d'ailleurs. Si cette vidéo vous a éclairé, passionné ou simplement donné à réfléchir, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à partager ça autour de vous. Cette vidéo fait suite à ma dernière analyse sur le papier qu'Anthropic avait publié et que vous aviez beaucoup apprécié. Donc voilà, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je continue encore à faire ce genre de vidéo. Et je vous rappelle également que vous trouverez le lien vers ma formation en commentaire sous la vidéo. C'est maintenant ou jamais pour se former à l'IA. Franchement, le moment est juste idéal et je suis en train de préparer une mise à jour majeure avec toute une série de démonstrations d'outils que je n'ai pas encore couverts, donc Gemini, le Vibe Coding, le nouveau GPT qui est sorti et bien plus encore. Donc ne loupez pas cette occasion, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se lancer et commencer à apprendre l'IA. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous donne rendez-vous très vite, donc c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.